Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel dans le monde du sport et comment t'en es venu à devenir coach sportif? Alors disons déjà que aussi loin que je m'en souvienne, j'ai fait du sport toute ma vie. Quand j'étais petit, j'ai commencé par des sports co, le football. Spoiler alerte, je détestais ça. Mais bon, c'était pour faire plaisir à mon père. Le Donc, football, football comme on l'entend ou le football soccer, américain? Le le soccer, soccer. Ok, d'accord. Ok, ok. le soccer, ouais. C'est un peu canadien, mais c'est le soccer, quoi. Ouais, Donc après, par contre, j'ai fait 6 années de basketball. Donc ouais, ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Et puis est venue l'adolescence et j'ai commencé les sports de forme assez tôt, à 15 ans. ouais. J'ai débuté la musculation, qui tout doucement a dérivé vers la force athlétique, puis le CrossFit, et 20 après le CrossFit, finalement, le fait de vraiment se jeter dans la kettlebell. Sachant que j'ai touché ma première kettlebell, j'avais 18 ans. Donc 3 ans après, globalement, t'être lancé dans Exactement. les sports de force. Enfin, les Ça fait sports de musculation, on va dire. dans le sport de forme. Ça fait une dizaine d'années donc que j'ai des boulets à poignée dans les mains. Ouais. Et naturellement, il y a un moment donné où, quand j'ai principalement, comment dit-on, je me suis principalement entraîné dans des environnements de boxe de CrossFit. Et bêtement, une fois, il y a un coach qui me dit on devrait ouvrir quelque chose ensemble. Ouais. À ce moment-là, toi, ça te flatte et tu te dis, mais écoute, je ne suis même pas coach sportif. Ouais. Même si j'aime beaucoup ce que je fais, même si j'aime beaucoup aiguiller les gens, alors que c'est pas du tout mon travail, en fait, c'est de là où est né un petit peu l'engouement de tout ça. Puis, mine de rien, quand tu parles aux gens, tu as le sentiment que les gens te crédibilisent un petit peu et tu te dis, ben, pourquoi pas finalement? Donc, à Ouais. ce moment-là, je me souviens avoir arrêté de travailler. J'ai réussi à faire une reconversion professionnelle qui m'a fait partir sur 1 an d'études, un BPJEPS classique. Et à la sortie de ce BPJET, j'ai bossé dans la salle avec les personnes qui m'avaient proposé, enfin avec un des coachs qui m'avait proposé du coup de monter quelque chose. Donc Donc de c'était pas là, prévu. est venu un petit peu comment? C'était pas prévu. À l'origine, non, c'était pas prévu. Alors c'était toujours dans un petit coin de ma tête. Tu sais, quand tu es ado, tu te dis, ah, j'adore la musculation, vas-y, je vais faire coach de musculation. Et puis finalement, tu te rends compte que bah, la musculation, c'est une chose, mais il y a beaucoup plus de choses qui en découlent derrière. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc naturellement, j'ai passé mon diplôme de coach et à ce jour, ça va faire 4 ans. Ça 4 va ans faire que tu 4 as. ans que D'accord. je suis éducateur sportif. 4 ans que je suis éducateur sportif. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les sports de forme? Parce que 15 ans, on va dire, alors aujourd'hui ça l'est moins, mais à l'époque où tu avais 15 ans, c'était déjà plus rare d'avoir des jeunes hommes de 15 ans, des ados, parce qu'à 15 ans, tu es encore adolescent, dans les salles de... Alors quand tu dis sport de forme, tu as commencé par quoi? J'ai commencé par la musculation. Oui, voilà, donc dans les salles de Musculation musculation. classique. Musculation classique, puis ça a vite découlé la force athlétique. Voilà. À l'époque, on me disait ni powerlifting ni force athlétique. On se disait juste, je vais faire du développé couché, je vais faire du soulevé de terre et je vais faire du squat. Ouais, Et je porte plus lourd que mon quartier. Je suis un dieu. Mais finalement, c'est plus comme ça que ça marche. Et même à l'époque, je pense pas que c'est comme ça que ça marchait. ouais, Donc, ça a été la principale trame. ok, À l'époque, pourquoi ça a toujours été ce sentiment de vouloir être un petit peu plus fort. ouais. Toujours une question de se crédibiliser. Puis j'étais quand même quelqu'un qui était très mince. Je faisais 65 kilos. Je sais pas si j'ai envie de dire mon poids aujourd'hui, mais j'en fais 30 de plus. J'en fais 30 de plus. Mais donc ça a joué de là. Bon, c'est parti d'un petit complexe. Et puis après, de fil en aiguille, tu passes un petit peu pour l'illuminer autour de toi parce que tu passes ton temps à la salle de sport. Tes copains, ils font pas spécialement beaucoup de sport non plus. Dans la famille, alors, il y a personne qui fait Mhm. du sport dans ma famille. Vraiment, vraiment, vraiment personne. Donc ça a même pas été un exemple en fait en amont. C'est parti de moi. C'est parti de moi. Et t'as commencé seul à t'entraîner ou t'avais quelqu'un qui t'accompagnait? J'ai commencé seul et j'ai eu la chance en fait, si tu veux, d'être un petit peu pris sous le coup d'une personne qui avait le double de mon âge à l'époque. Donc qui avait quand même un petit peu d'expérience là-dedans. Et c'est d'ailleurs grâce à lui, hein, il faut que je le remercie, Sébastien, si tu m'écoutes. C'est lui qui a ramené pour la première fois 2 kettlebells dans la salle. Il a dit, à partir de demain, on s'entraîne avec ça. On ne savait pas du tout comment s'entraîner avec ça. Pour te dire, le premier guide qu'on a utilisé, c'est un livre qui s'appelle Le guide de la musculation ultime, avec une photo de Jérôme Le Banner devant, avec des mouvements qui étaient extrêmement approximatifs avec les kettlebells. Mais Ouais. c'est de là que tout a Oui, commencé. parce que ceux qui connaissent pas, Jérôme Le Balleur, c'est une légende, Ah mais des oui. sports de combat, pas de la Mais, musculation. mais c'était de la préparation physique Ouais, avec ouais. kettlebell. Donc, bon, les images étaient très arrêtées, mais du coup, les premiers snatchs étaient
assez folklorique. Les premiers swings également, c'était vraiment fun. Donc c'est comme ça que c'est parti cette passion pour le kettlebell Et la et, force. euh, et elle t'a quasiment plus jamais quitté quoi. Aujourd'hui, ça fait partie de ton quotidien. C'est ça. Alors, j'ai commencé par m'entraîner une fois par semaine avec le kettlebell parce que je faisais de la musculation classique au début. Et puis, alors, quand on fait de la musculation classique et qu'on fait pas trop monter son cœur, le kettlebell, c'était quand même quelque chose de vachement fun parce que ça nous permettait un petit peu de sortir de cette zone de confort et de se dire, punaise, finalement, j'ai le sentiment d'avoir plus bossé que d'habitude, alors que c'est qu'un sentiment, on le sait très bien. Ouais. Mais derrière ça, j'ai commencé à ajouter de plus en plus de séances et jusqu'au jour où j'ai fini par m'entraîner plus qu'avec ça. Plus Ok, qu'avec ça. J'ai mis une petite parenthèse quand j'ai commencé le CrossFit. Quand j'ai commencé le CrossFit en 2018, j'ai mis un petit peu le kettlebell entre parenthèses, mais une fois que j'ai passé mon diplôme, en fait, finalement, j'ai replongé totalement dedans. J'ai replongé totalement dedans en me disant, j'ai envie d'en faire un outil, mon outil de prédilection, qu'il était déjà à l'origine, mais j'ai vraiment voulu faire de ça mon outil de prédilection de manière à pouvoir un petit peu sortir du lot. On m'avait ok. déconseillé et je suis quand même assez content de ne pas avoir écouté ces conseils aujourd'hui. Ah oui, et qu'est-ce qu'on te disait à l'époque pour Ah, te... disons que quand tu sors avec ton diplôme de coach, on te dit que faudrait pas trop te spécialiser tout de suite. Tu sais, il faudrait que tu ailles chercher un petit peu d'expérience à droite à gauche. On m'avait proposé un CrossFit Level. Après, CrossFit Level, tu es obligé d'en avoir un si tu veux bosser dans une salle de CrossFit, sauf si cette salle de CrossFit n'est plus affiliée. Donc, pour rester en règle, j'ai passé un CrossFit Level. Mais par contre, j'ai tout de suite passé une certification également de kettlebell et j'ai trouvé l'école de Force Strong First pour ça. J'ai trouvé Et l'école de Force Strong First. ouais, donc du coup, tu es rentré dans l'école de Force Strong First après avoir fait ton level 1 en CrossFit. Donc en fait, à ce moment-là, tu es coach, donc tu es associé entre guillemets avec le coach qui t'avait proposé de t'associer avant, la personne qui t'a poussé à faire le Alors, diplôme, c'est dis-toi ça? qu'on n'est même pas associé en fait à ce moment-là. Ah, C'est-à-dire qu'il y a des gérants dans cette salle, mais c'était un coach qui s'est dit, tu sais, si un jour on veut ouvrir quelque chose, il faut que tu passes un diplôme, comme ça on va pouvoir l'avoir. Donc en fait, finalement, je coachais tout simplement dans cette salle, je coachais le CrossFit, j'ai ok. passé mon CrossFit Level et ma certification SFG1 à 15 jours d'intervalle. À 15 jours d'intervalle, je passe ça et je passe du coup la certification SFG1 avant le CrossFit Level. Et c'est quelque chose dont je parle assez souvent, comme j'ai vu le contraste. J'ai vu un contraste et c'est ce qui m'a aussi fait rentrer à fond dans Strong First, notamment dans les kettlebells, quoi. Et Notamment, c'était quoi le contraste? alors c'est l'énergie déjà, premièrement. Ouais. Faut savoir que je pense que tu fais la moitié du travail et tu es déjà convaincu à moitié quand tu y vas de toi-même. Donc j'y suis Mhm. allé de moi-même, je savais que je voulais rentrer chez Strong First sans savoir vraiment ce qu'il proposait, mais je voulais une certification kettlebell pour pouvoir approfondir mes connaissances, la manière dont tu le coaches, la manière dont tu bouges. Et j'ai été vachement surpris de l'énergie. Je me rappelle le troisième jour après le grad practice, j'avais 4 heures de route pour rentrer en voiture et j'hurlais dans la voiture des hands on bell. C'est n'importe quoi. Et la Ouais. seule chose dont j'avais envie, c'était y retourner le plus tôt possible. Juste Ouais. parce que cette énergie, elle était quand même assez dingue. Et deuxièmement, du coin où je passais un petit peu pour un illuminé. J'étais le seul à m'entraîner avec des kettlebells. Les gens, ils comprenaient pas à quoi ça servait. Ils pensaient que c'était à part à faire des shrugs. D'accord? À part à Ouais. faire des shrugs ou de la marche du fermier. Et du coup, quand tu te sens entouré de personnes qui prônent la même chose que toi, tu crois un petit peu plus en ce que tu fais et tu te dis, bah, tu vois, finalement, même si à l'origine, j'aime beaucoup ce que je fais, je sais que c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de rester. Ouais, donc la certification, elle a certifié ton niveau, mais elle a surtout certifié le fait que tu aimais faire ça, quoi. Ouais, tout à fait, carrément. Ouais, Carrément, d'accord. carrément. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Strong First, donc c'est une école de force spécialisée évidemment dans le kettlebell, mais qui fait aussi poids de corps Et bah. et la barre. Et donc, du coup, toi, tu as fait donc SFG1, donc la première certification kettlebell. Et Mhm. derrière, du coup, tu t'es lancé à fond dans le kettlebell. Donc, tu as fait que du kettlebell derrière, c'est ça? Et maintenant, tu coaches aussi des gens avec le kettlebell? Je coach des gens avec le kettlebell et d'autres outils également. Après, le kettlebell, ça reste l'outil de prédilection. C'est assez facile d'accès, c'est facile à mettre entre les mains des personnes. Ça s'éduque assez bien. Et puis, quand tu éduques le kettlebell à une personne, ils ont le sentiment de faire partie de quelque chose. D'une communauté? C'est ça, ils ont le sentiment de faire partie de quelque chose. Quand tu donnes de l'importance à ce que tu prônes, les gens, c'est toujours un petit peu une sorte de miroir. Ils aiment bien s'identifier et ils adorent s'identifier à d'autres personnes. Et ça aussi, c'est une manière aux gens de s'identifier à leur coach, mais aussi aux autres personnes qui pratiquent la même chose. Donc, c'est D'accord. toujours un petit cadeau de se dire, je t'éduque ça,
Et en fait, les gens, en contrepartie, te le rendent super bien. D'accord, ok. Donc il y a une communauté kettlebell qui s'est formée. Et après ta certification SFG1, du coup, tu es parti sur quoi? Alors, comme je t'ai dit, je voulais vraiment y retourner le plus tôt possible. Ouais. J'y suis retourné le plus tôt possible. Je crois que j'y suis retourné 3 ou 4 fois dans l'année. Ah oui, Oui, d'accord. ouais, j'y suis retourné 3 ou 4 fois dans l'année. J'avais fait la certification SFG1. J'ai essayé de faire les petites formations à droite, à gauche. Alors, c'était même plus spécialement pour apprendre, mais c'était juste pour vraiment retrouver cette énergie. Alors que Hmm, finalement, bah, tu apprends toujours. D'accord, hein, tu apprends toujours. J'y suis allé pour faire la certification en Flexible Steel avec d'accord. John Young. Donc ça s'est passé 2 mois plus tard. J'ai également fait Hardstyle Dumbbell, d'accord, qui était un séminaire spécial avec Pavel Matsek. Donc pareil, c'était l'utilisation des haltères sur le format Hardstyle. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très fun. Vraiment très fun. Second win la même année avec Pavel Tsatsouline. Donc en France, on a reçu Pavel Tsatsouline sur une formation tournée autour de la respiration. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. On est ressorti de là avec une tête pleine et un document qu'il a fallu 2 ans pour déchiffrer. Hmm, Tellement c'était solide à lire. Et ok. la suivante, ça s'est fait l'année d'après. Alors, L'année et d'après, après, c'était quoi? l'année d'après, c'était SFG2, Ouais. fait ensemble d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais en train de me demander si c'était. On l'a fait Ouais, ensemble. on l'a fait ensemble, ouais, L'année CFG2. d'après, c'était SFG2, on l'a fait ensemble. Ouais, En- ouais, Donc, ouais. même que je Je me me trompe, souviens. parce que Hardstyle Dumbbell, c'était la même année que SFG2. Non, non, moi je l'ai pas fait Hardside Dumbbell, donc c'est sûr que. Ouais, ouais, je me souviens qu'on a fait SFG2 ensemble. Donc là, tu as validé SFG2, donc là, tu obtiens globalement toutes les certifications de coach, en tout cas, de Strong First sur le kettlebell. Parce que Sur le kettlebell. sur le kettlebell, ouais. Le Sur le kettlebell. kettlebell, il y a les deux niveaux SFG1 et SFG2. Donc toi, tu obtiens SFG2, et là, on est en En 2024. 2024. Avec le Non, SFG2? c'était il y a 2 ans, c'est ça? C'est en 2022, le SFG2. Ouais, SFG2. Donc SFG2, tu obtiens ta deuxième certification kettlebell. Et à partir de là, parce que maintenant que tu as quelque part accompli l'objectif en tant que coach, puisqu'il n'y a pas d'autres certifications coach derrière, tu vas te lancer dans les certifications, on va dire, de challenge sur le kettlebell. Les titres, en quelque Les, sorte. En quelque les- sorte, ce sont les titres, c'est ça. ouais, voilà, les titres. Sachant que, bah, en Donc, fait, ce sont des choses qui se sont fait en parallèle. ouais. Je dis que tout découle un petit peu du SFG1. J'avais déjà vu des choses parce que tu regardes beaucoup de vidéos et puis tu te rends compte que quand tu as 15 ans, tu regardes des vidéos qui montrent des choses. Tu dis, ça se voit que sur Internet. Et finalement, un jour, tu les vois en réel. Je me rappelle de ma certification SFG1 où à un moment donné, bah, tout s'arrête autour de soi. Et puis, ça parle du challenge de Beasthammer. Uhum. Ça parle du Beasthammer. Et puis, à ce moment-là, bah, d'ailleurs, c'est Fred. Fred et Mika l'ont passé ce jour-là. Mika s'en sort avec son titre et Fred avait une petite difficulté là-dessus. Mais bon, on connaît Fred. Quelques mois plus tard, dans son, dans son cabinet, il nous sort un Ouais, t'as Beasthammer validé, ouais. non officiel, sans problème. Et c'est là où je me suis dit, punaise, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa à mettre en place. J'ai vraiment envie aussi de plonger un petit peu dans ce processus. Et c'est quand, le jour de cette formation, il y a un ladder press qui se forme et on propose aux gens de faire des presses lourds. Moi, ce jour-là, je passe un press à 48 et puis il y a des personnes avec des yeux qui s'écarquillent et qui viennent me voir et disent, mais pourquoi tu fais pas tel objectif? Et encore une fois, à ce moment-là, tu te dis, ça te flatte. Ouais, Ça te ouais. T'es pas Ouais. encore prêt, t'es pas encore prêt à te dire non, c'est pas pour moi, arrêtez, laissez-moi tranquille, j'ai envie de. Non. Oui, c'est vrai, le press c'est sympa, mais il n'y a pas que le press là-dedans. Il n'y a Ouais, pas ouais. que c'est Ouais, parce quelques. que ceux qui connaissent pas le Beasthammer, c'est donc réussir avec une kettlebell de 48 kilos, un press, Un un pistol squat pistol, donc c'est le squat sur une seule jambe, jambe, et une traction traction à la stricte. glotte. Hmm. Strict. Traction stricte. Donc effectivement, toi, tu avais 1 sur 3, tu avais 30% Et du. 33% du travail sans avoir à travailler, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est quelques mois plus tard finalement que je décide vraiment de mettre la chose en place. D'ailleurs, on est en octobre. On est en Mhm. octobre quand je décide de me lancer là-dedans. Les freins psychologiques avaient eu le temps de s'installer, hein, notamment, j'ai jamais fait de pistol de ma vie, comment je vais faire un pistol avec 48 kilos. J'avais pas spécialement peur pour les tractions et je savais vraiment pas ce qui se passait devant ma tête parce que c'est vraiment ce qui a été le plus difficile. C'est Ouais. vraiment ce qui a été le plus difficile. Je commence par un mois tout seul. J'avais trouvé un livre qui s'appelait The Beasthammer par Andrew Reed. Donc, Mhm. je me suis dit pourquoi pas déjà replonger dans ce livre avec la petite programmation qu'il y avait dedans.
Et un mois passe et je fais appel à Loïs. Ouais, Je fais appel à Loïs et de là, tout a découlé. Et je pense que tout a pris vraiment une grande envergure et une grande ampleur dans ma pratique, dans la manière dont j'avais de coacher et surtout ben, de progresser. De progresser. Il a mis les choses en place et j'avoue que j'avais jamais parlé à Loïs auparavant. J'avais jamais parlé à Loïs auparavant. Je me suis dit, bah, écoute, c'est lui qui a formé les derniers Beastemers, on va dire tous finalement. J'ai dit, mhm. bah, pourquoi ne pas passer par lui, hein? Bien sûr, ouais. Pas passer par lui. Et en dehors du fait que ça a été une programmation qui a duré un petit peu plus d'un an, j'ai surtout pris ça comme un mentorat. D'accord, ok. J'ai vraiment pris ça comme un mentorat. J'ai beaucoup appris. Pour autant, on n'échangeait pas énormément parce que je suis quelqu'un qui, dès que tu me donnes un plan, j'arrive à m'y fixer. Ouais, ça je sais. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que Loïs, s'il m'avait donné des conseils et qu'il m'avait dit achète un peigne, je l'aurais fait. C'est vraiment ça. J'avais tellement confiance au travail qu'on mettait en place que s'il m'avait proposé de passer chez le coiffeur pour l'assertif, je l'aurais fait également. Et ça, c'était quand même. Ouais. Donc, de là, tout découle. Le press, il faut le consolider alors qu'il est déjà. Au bout de 3 mois, je passe un premier pistolet à 48 kilos Ah, qui, 3 mois seulement? 3 mois, pistolet à 48 kilos intervient. Alors, je démarrais pas de nulle part parce que finalement, après test, j'avais un pistolet à 32 kilos. Mais il a D'accord. fallu 3 mois pour vraiment consolider la technique et pouvoir le mettre en place. Et la vraie bagarre, ça se situe sur les tractions. Ça a pris un petit peu plus de temps. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais en août, je passe une traction à 48 kilos au menton. Alors, le standard, c'est à la glotte. D'accord? Ouais, Il faut pas pareil. impérativement que ce soit sous le menton ou à la glotte pour pouvoir le passer. Je me rappelle de celui de Fred qui a été tiré à la poitrine. Ça a été hyper impressionnant et je me suis dit, bon, ça devrait être assez fun à mettre en place également. Et du coup, ça se passe comment alors? Quelques temps plus tard, alors que je suis sur le point de passer cette traction, je me blesse, le coude à droite. Et là, par contre, c'est un petit peu la descente aux enfers, notamment parce que c'est 2 mois plus tard que j'avais décidé de le passer. Donc ça joue un petit peu sur le psychologique, notamment parce que tu te dis que j'ai deux mouvements, pas que j'ai plus besoin de travailler, mais qui sont consolidés. Et l'essence même du travail se passe sur un mouvement que je ne peux même plus faire. C'est-à-dire Mhm. que les tractions à vide, ça commençait à devenir vraiment, vraiment très, très pénible et très, très difficile. Du coup, on met un petit coup de frein sur la programmation et on soigne un petit peu les bobos. On soigne un petit peu les bobos. Je sais qu'à ce moment-là, je passe ma certification SFG2. Et je sais également que ce jour-ci, je lui dis, écoute, je ne le passerai pas parce que je ne pouvais même pas du tout m'agripper sur une barre. Donc, on laisse un petit peu les choses passer. J'arrive à me soigner, à peu de choses près, mais entre-temps, la force, elle a mangé un petit peu. Et Mhm. c'est en 2023 que je fais une première tentative. Mhm. Donc 1 an plus tard. Ouais. C'est en 2023, lors du SFG1, que je fais une première tentative qui est infructueuse par rapport aux tractions. Après, se passe super bien, le pistolet passe super bien et la traction ne passe pas. La traction ne passe Ok. pas. Bon. Je m'y attendais, en même temps, je m'y attendais pas. Est-ce que j'y suis allé en touriste? Non, mais il y avait toujours un petit peu un reste derrière qui disait, je suis pas spécialement hyper confiant. Ok. Spécialement hyper confiant. C'est à ce moment-là que le projet s'essouffle un petit peu. C'est vraiment à ce moment-là que le projet s'essouffle un petit peu et finalement, Loïs me donne des plans, je les mets en place. Mais à l'entraînement, il y a toujours quelque chose qui fait que soit le coude ça va pas, soit c'est la tête qui veut pas, soit Ouais. il y a rien qui se met en place. Je sais pas si je parle tout de suite du coup de Bah, du coup, l'objectif. ça a suivi derrière. C'est Ah bah, ça? il faut parler de Beastemmer pour parler de celui qui est complètement en lice aujourd'hui. Je suis seul chez moi. Un Mhm. matin, je me lève, c'est un peu comme le Beastemmer. J'y pense le matin, j'y pense le soir. Un matin, je me lève, je me dis, tiens, on va faire quelque chose d'intelligent aujourd'hui. Et puis, je réfléchis et je me dis non, fais-le pas ce jour, fais-le pas ce jour. J'ai attendu une semaine, mais c'était un acte qui était totalement prémédité. Une après-midi, je passe Sinister. Avec Ah, une, c'est programme, pareil. avec une programmation de Beastemmer, je passe Sinister. En me disant pertinemment que c'est pour voir où j'en suis et je sens que j'en suis capable. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais des air swings dans ma cuisine, tellement je sens que j'ai les hanches pour pouvoir envoyer 100 swings à 48 kilos.
Oui, Donc, parce que voilà, c'est ça, il faut quand même préciser, parce ah, que Sinister, ouais. nous, on sait ce que c'est que le Bistamère, le Sinister, mais alors du coup, décris le Sinister, c'est quoi le Alors, challenge du Sinister? le challenge du Sinister, c'est au même titre que Beasthammer, c'est un challenge de l'école de Force Strong First. L'objectif étant d'aller chercher 100 swings euh, en moins de 5 minutes. Donc 30, 10, pardon, 10 swings toutes les 30 secondes, Ouais, une minute de repos, et ensuite vient 10 Turkish Get Up, donc un toutes les minutes, pendant 10 minutes. Les hommes doivent le faire avec 48 kilos, ouais, et les femmes doivent faire les swings à 32 kilos, ainsi que les Get Up à 24 kilos. D'ailleurs, récemment, Lise a obtenu son... ouais, c'est la deuxième. Donc, c'est C'est parce la que deuxième à c'est avoir ça que obtenu ce titre je me rapide. demandais, parce que donc toi, tu es le premier français. Je suis le premier. Alors, je suis pas le premier français. Le premier français, c'est Audrey, car c'est Oui, une. voilà, alors c'est ça que je veux Audrey dire, qui le passe. premier homme français à le Ouais, faire. je suis le C'est le premier premier homme homme français à le à faire faire. le Sinister. Et Audrey a été la première femme à le faire. Et ma Ouais. question était, est-ce que c'était avant toi? Oui, Voilà, c'est avant toi. Donc, elle est la clairement. première française Clairement. à avoir placé un Sinister. Donc, c'est une femme. Donc, elle a fait ses 100 swings à 32 kilos et ses 10 Turkish Get Up 24, à 24. c'est ça. Et après, toi, tu es arrivé en tant que premier homme français à le faire à 48 kilos. Et derrière, tu as été suivi du coup par une deuxième femme qui est Lise, que j'espère recevoir également sur le podcast pour qu'elle nous raconte, qui a également réussi à faire le Sinister. Donc, elle est la deuxième française. C'est ça. Tout à 16 œufs. fait. Française. Ok. Alors, premier homme En- français qui a réussi le Sinister, ça se passe comment? Dans sa cuisine. pour en revenir un petit peu à ça, je sentais que j'avais l'envie. J'avais un objectif qui s'essoufflait et par derrière, je savais pas du tout comment en parler à Loïs à ce moment-là. Je ne savais pas du tout. Et c'est un petit peu en me disant, je vais lui envoyer des ondes, il va sentir que je m'essouffle un petit peu. Et je pense que le fait de préméditer un Sinister un petit peu sorti nulle part, ça va lui dire, bah écoute, allons-y, lançons-nous là-dessus. Donc ça se passe un jeudi après-midi, j'envoie un Sinister dans la salle à laquelle je bosse à l'époque. Je bosse dans une salle à l'époque et j'envoie un Sinister sur, alors, qui est pas standard au niveau du format vidéo. J'envoie les 100 swings en 5 minutes à 48 kilos et j'envoie 10 Turkish Get Up en 10 minutes. Donc bah, de là, l'engouement, il est quand même assez incroyable, mais je sais pertinemment qu'il n'est pas standard. J'envoie un message à Louis en lui disant, promis, tu cries pas. Et il me dit, qu'est-ce que tu as fait comme connerie encore? Et je lui dis que j'ai passé un Sinister sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Et il me dit, mais non, mais n'importe quoi. Du coup, je lui envoie cette vidéo. Elle n'est pas standard, car les 10 derniers swings, la chaîne post, elle était décédée. Voilà. Euh, la chaîne postérieure était décédée, les 10 derniers swings ne montent pas. Le pied bouge un petit peu sur les get-up et c'est vrai qu'on est quand même assez intransigeant sur les standards et sur la technique. De là naît un petit peu la phase de picking pour le Sinister. Et Loïs prépare 6 semaines. Loïs prépare 6 semaines. Il estime que 6 semaines, ça suffit. Et moi, je renais un petit peu là-dedans. Il Ouais. a, il met un plan qui s'appelle Sinistammer en place. Donc, grossièrement, on bosse sur le Sinister et on continue à bosser les tractions en fond. Parce qu'il manque, il manque toujours ça. Il manque toujours ça. Et ça a été 6 semaines où j'ai pas eu un seul doute. Ok. J'ai pas eu un seul doute. Comme si le passage qui a été infructueux a vraiment consolidé la chose. Ça a consolidé la chose et ça m'a donné foi et confiance dans ce projet. Je me rappelle de cette programmation où je me suis dit, je suis pratiquement jamais monté sur le poids de test. Je suis pratiquement jamais monté sur le poids de test. Il m'a fait bosser avec des charges qui représentaient un tiers de mon poids de corps, que je devais bouger le plus vite possible. Mhm. Il m'a fait bouger avec des charges qui faisaient la moitié de mon poids de corps également, mais très rarement sur du 48 kilos. D'accord. C'est ça. Et c'est au bout de 6 semaines que je viens visiter la Côte d'Azur pour Oui, parce que tu passer l'as passé à Nice, enfin à Villeneuve, pour être précis, il va falloir voler à la Villeneuve. vedette. Ouais, c'est pas Va vrai, la falloir vedette. voler la vedette. Mais du Mais coup, je l'ai tu as passé passé. ça à Villeneuve, ouais. Je l'ai passé à Villeneuve. À Villeneuve, déjà, premièrement, j'arrive, je suis vrai touriste. Vrai touriste. Et notamment parce que Loïs me parlait, il me dit ça va, t'es prêt, etc. Et il a dû se dire, en plus c'était la première fois qu'on se voyait, il a dû vraiment se dire, mais qui c'est ce touriste qui vient? J'étais un peu en train de me pavaner et j'étais en vacances. J'étais en vacances loin du fait que j'allais passer Sinister. Ouais. Donc à ce moment-là, je savais que j'étais prêt. Le corps était prêt, la tête était prête, d'accord? Et surtout, j'avais l'ambition de me faire mal le jour J. D'accord, tu étais prêt à y aller, quoi. Ouais, Tu étais j'avais prêt. j'avais l'ambition de me faire mal le jour J, car il faut le dire, il faut se faire quand même assez mal pour aller le chercher.
Et ça a été quelque chose d'assez galvanisant tout le long. Ouais. Quelque chose de vraiment, vraiment très galvanisant tout le long, notamment parce que tu passes devant la personne qui t'a programmé la chose. Donc, il y a un sentiment aussi de fierté, notamment parce que tu le passes pour toi. Tu estimes à ce moment-là que tu l'as réussi parce qu'il faut quand même attendre l'aval de Brett Jones pour l'obtenir. Et puis surtout, tu l'as passé devant quelqu'un qui, tu sens un petit peu de fierté dans les regards également. Oui, parce Donc, que lui, il est aussi le. Parce que toi, tu es le premier Français homme à faire Sinister, et lui, il est le premier coach à former quelqu'un qui a réussi un Sinister, forcément. Donc, du coup, et c'est puis, du ça. coup, comme il a aussi aidé Lise, il est le premier coach français, enfin, en tout cas, que je connaisse, qui a formé deux Sinister. Donc, c'est sûr qu'il peut être fier là-dessus. Bon, il pouvait déjà être fier avant ça pour Oui, pas oui. mal d'autres choses. Mais Mais, ça, c'est sûr. Et puis moi, alors j'étais là alors le week-end où tu as passé Sinister, j'étais là, je crois. Alors je sais plus comment c'est passé, mais moi j'étais venu le samedi matin pour faire une présentation, c'est ça. Donc toi, c'est ça qui est un peu fou aussi. C'est-à-dire que on aurait pu, parce que tu as dû le passer le samedi après-midi ou le dimanche. c'est le samedi après-midi. Samedi après-midi. Voilà, donc tu étais venu à la journée de la force, que ça s'appelait la journée de la force. Et on aurait pu imaginer que, entre guillemets, tu te préserves pour le samedi après-midi et l'épreuve du Sinister, mais pas du tout. Toi, tu es venu le samedi matin, tu as enchaîné les deux ou trois présentations, séminaires, enfin, on met ça comme on veut, mais en attendant, il y a quand même de la pratique Ah, dedans. Il y a de pratique, la non. pratique, hein. Donc, tu as pratiqué, tu as dépensé de l'énergie, etc. Ah, je Et me rappelle d'un intervenant, en effet, ouais, qui m'avait fait passer un quart d'épaule ah, en c'était moi, effort ouais. maximal qui a duré 1 ou 2 minutes sur les épaules. Mais pour ma Donc, défense, je savais pas que tu passais Sinister l'après-midi. Pour ma je me suis défense. toujours dit, voilà, qui peut le plus peut le moins. Je veux dire, on va pas se chercher d'excuses. Ou alors, ça se trouve, on se fatiguait pour se chercher d'excuses si jamais on le ratait. Mais force est Ouais. constatée que ça ne l'a pas été. Mais ça rappelle ce que tu disais, c'est-à-dire que on peut imaginer qu'un jour on est prêt pour le Finistère, mais quoi qu'il arrive, peu importe la préparation, je pense, bon, moi je l'ai pas passé, mais je pense que peu importe le niveau de préparation, il va falloir se faire mal à un moment donné. C'est obligatoire, je pense. Il y a personne qui peut réussir le Finistère facilement, entre guillemets. On est, à un moment donné, les derniers swings, les derniers get-up, à mon avis, doivent faire mal. Donc il y a aussi cet aspect mental où ça sert à rien de se trouver d'excuses puisque de toute façon, il faudra souffrir pour y arriver. Ouais, ouais. Et il faudra souffrir pour y arriver. Et c'est ce que tu disais, tu étais physiquement prêt, et ça, il n'y avait pas de doute, puisque tu étais quasiment prêt physiquement déjà 6 semaines avant. Donc physiquement, tu étais prêt. Mais la question, c'était de savoir comment mentalement tu allais gérer l'épreuve, étant donné que la dernière fois que tu as essayé une certification qui était le Bistammer, bah, tu avais échoué. Donc ça, C'est ça. ça, c'est intéressant de voir. Voilà, psychologiquement, toi, ce jour-là, tu n'avais pas de doute. Tu étais vraiment absolument sûr de le réussir. Alors, c'était pas spécialement sûr de le réussir, mais je savais ce que je pouvais mettre en place pour l'avoir. D'accord. Je sais personnellement ce que je pouvais mettre en place pour l'avoir. Dans la préparation, euh, j'ai passé du temps à visualiser. J'ai passé du temps à visualiser l'objectif, d'autant plus que comme aucun homme en France ne l'avait fait avant, et je sais qu'il y a quand même quelques participants en lice Ah ouais, qui, ouais, il y a du monde derrière. qui Mm. tentaient de l'avoir. C'était un challenge notamment supplémentaire de se dire, allez, allons-y, soyons le deuxième Sinister français, soyons le premier Rome en quelque sorte à l'obtenir. Donc je faisais beaucoup de visualisation là-dessus, encore des air swings dans la cuisine. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez marrant, mais ça fonctionnait bien. Ça D'accord. fonctionnait bien. J'essayais toujours de m'imaginer dans quel état j'allais être vers les 70, 80, 80 swings. Et à chaque fois que je visualisais, ben, c'était exactement la même sensation que ce que j'ai ressenti le jour J. Que j'ai ressenti le jour J. Quand j'ai abordé le Sinister, grossièrement, les 20 premiers swings, ils se sentent pas. Ouais, Les 20 premiers swings ne se sentent pas. Au bout de 40, on commence à sentir que la fatigue s'installe, mais musculairement, je ne les ai pas sentis. ouais, À 60 que j'ai commencé à sentir que la chaîne poste, elle commençait à payer. ouais, Et je me rappelle capter le regard de Louis qui me dit, mais reste centré. Parce que j'étais en vacances, j'étais évasé, je regardais à droite, je regardais à gauche, je souriais, alors que l'objectif n'était pas fait, mais j'étais déjà dans l'euphorie. Et puis, il me ouais. dit, c'est n'importe quoi. Je me souviens un truc qu'il me disait juste avant, c'est on en reparlera quand tu seras à 80 swings. Et à 80 swings, à 80 swings, ça fait mal et tu te demandes comment tu vas envoyer les 20 derniers. Mais il en reste que 20. Mm. Et il en reste que 20. Et finalement, 20, c'est 1 minute. 20, c'est 1 minute. Quand les sens sont passés, je me rappelle avoir
esquisser une grimace sur les deux derniers swings. J'avais réussi à rester poker face sur les premiers, mais les deux derniers swings, j'esquisse une grimace. Et je suis content à ce moment-là que ce soit terminé. Car c'est les Pourquoi swings. 110? Ah, ouais, bah, même pas 102, en fait. Même pas 102. Ouais. Je suis vraiment content à ce moment-là que les swings sont terminés et c'est comme si c'était fait. 1 minute de repos. Le premier get-up c'est de la salsa. Tellement c'est de la salsa. Le corps, il bouge, les hanches, elles bougent à droite à gauche, les jambes n'en peuvent plus. Mais au bout de deux, ben, je me rappelle à me mettre allongé par terre en me disant, ça y est, c'est l'entraînement. Ah oui. À T'avais partir de pas maintenant- de doute sur le get-up. Les get-up, Non, sur c'était le quelque get-up, chose j'avais de. zéro doute. Ouais. Sur le get-up, j'avais zéro doute. Je me souviens à ce moment-là, le maître dit, à partir de maintenant, c'est l'entraînement. Maintenant, une fois que les 10 get-up ont été envoyés, les 11, parce que comme le premier, j'avais un petit peu tangué, je me rappelle avoir demandé à Louis, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et là, il me dit, t'inquiète pas, reste focus, reste focus. C'est vrai que je Ouais. l'étais pas du tout. Du coup, dans la dernière minute, j'en ai envoyé deux au lieu d'un pour assurer le premier qui était peut-être pas bon. Le Ok. premier qui était peut-être pas bon. Ok. Quand tout ça se termine, alors je suis vraiment fier. Ouais. Et puis, je suis soulagé également. C'est fait. Je suis soulagé, c'est fait. Ouais, ça c'est impressionnant parce que il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi, je voudrais revenir d'abord sur ce concept-là que tu as évoqué et qui, alors c'est un petit peu une légende urbaine, c'est-à-dire que tout le monde en a déjà entendu parler, mais il n'y en a pas beaucoup qui le mettent en place, ce concept de la Exactement. visualisation. C'est Exactement. quand moi, j'ai toujours été fan, par exemple, d'Arnold Schwarzenegger, et toute sa vie, il a parlé de ça, comme quoi il avait eu sa vision quand il était jeune, qu'il se voyait déjà champion de bodybuilding, acteur, et pourquoi pas faire de la politique. Il avait toujours travaillé sur cette vision, et que le fait de visualiser, ça lui avait donné cette énergie et ce qu'il fallait pour réussir. Et beaucoup de sportifs de haut niveau. Je sais que Novak Djokovic, il parle sans arrêt de visualiser également ses matchs de tennis avant d'y aller jouer. C'est quelque chose qui, voilà, c'est une légende urbaine. C'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler, mais c'est pas évident de le mettre en place. Donc, du coup, comme toi, bah, tu fais partie de ceux qui l'ont utilisé. J'aimerais bien que tu reviennes dessus pour savoir un peu, voilà, comment tu faisais pour, tu fermais les yeux, tu imaginais, tu arrivais à créer de la douleur, enfin, tu arrivais à ressentir de la douleur pendant que tu faisais ta visualisation. Comment ça se passait? Il y avait trois potentielles manières dont je faisais ma visualisation. Déjà, je la faisais le matin au réveil, Ouais. et je la faisais juste avant l'entraînement, donc qui était grossièrement des swings et des get-up, et je la faisais avant d'aller me coucher. Je la faisais avant d'aller me coucher. Le matin, je visualisais surtout qu'est-ce qu'il allait falloir mettre en place, quelle est la routine d'échauffement que j'allais mettre en place pour pouvoir passer l'objectif, dans quel état je devais me mettre, est-ce que j'étais prêt à y aller? Je fermais les yeux. Donc, avant de sortir du lit, hein, tout simplement, le réveil sonnait, je gardais les yeux fermés et j'essayais bah, déjà de me connecter un petit peu avec la pièce qui m'entoure et notamment de me dire, bah, tu vois, là, tu es dans ta pièce et dans ton lit qui fait 2 mètres par 2, mais en fait, tu es sur le floor. Tu es sur le floor et tu as une tablette de 48 kilos qui t'attend devant toi. Donc, c'était principalement cette visualisation-là. La deuxième, donc c'était juste avant la séance. Ça se faisait juste après l'activation. Juste après l'activation, alors que le cœur était déjà monté, le nerveux était déjà monté. J'essayais juste de redescendre un petit peu, de me refocus sur l'objectif en me disant, OK, dans quelle mesure tu vas envoyer tes swings et comment t'aimerais être juste après tes swings. D'accord. Alors qu'il y avait des practices de temps en temps qui étaient quand même assez soutenues. Je me disais, même si c'est dur, essaye de rester poker face car ben, ça commence d'abord sur la douleur, ça commence d'abord sur le visage. Et j'essaie surtout de manager la douleur, manager la difficulté et la douleur de l'objectif. Je savais que je pouvais y aller, mais je ne savais pas encore comment j'allais gérer la douleur et la difficulté de l'objectif. Donc c'était Ok. surtout ça que j'essayais de visualiser. Le soir, c'était beaucoup plus fun la visualisation parce que j'essayais de visualiser quand le dernier get-up allait tomber et que c'était terminé. Le Ok. matin, c'était plutôt l'avant-objectif. Avant la séance, c'était l'objectif même et le soir, je visualisais l'après-objectif. Dans quel état je me sentirais si je l'avais, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter à moi, à moi personnellement, même professionnellement. J'essayais vraiment de me demander comment ça pouvait se jouer. Et Ça servait de, ouais. Ça ça a fait servait son de source effet. de motivation? Ça servait de source de motivation, ouais. Principalement de motivation quand c'était le matin, le soir, et de préparation quand c'était le matin et avant les séances. Donc ça durait pas très longtemps, hein. En règle générale, ça durait le matin, je me focusais là-dessus, c'était entre 5 et 10 minutes. Pareil pour le soir, 5 10 minutes. Et puis ça permettait aussi de mettre un petit peu de respiration en place et finalement de prendre du temps pour soi.
Je voyais ça comme de la méditation. Mhm. Ouais, de la méditation où tu soulèves des kettlebells de 48 kilos quand même. Ouais, mais c'est pas réel. Un peu plus. Oui, oui, Il semblerait quand même qu'on puisse ressentir les effets. oui, et ça, c'est en rééducation, on en parle aussi. Il semblerait que ce que il y a cette phrase, bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais qui dit Mhm. que ce que le cerveau peut imaginer, le corps peut le faire. Il y a cette phrase-là. Bon, ça, moi, je me suis souvent imaginé aussi faire des grandes choses, et pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé, mais un jour viendra. C'est qu'il faut visualiser un peu plus. C'est ça, je passe pas Il assez de temps à faut visualiser. visualiser un peu plus. Mais alors, du coup, le truc, c'est que donc, tu as mis ça en place pendant les 6 semaines de programmation. Oui, Et donc, du coup, bon, globalement, là, pour le coup, on peut le dire, puisque tu le faisais au réveil au coucher, tu pensais Sinister du matin au soir, quoi. exactement. C'est-à-dire que, alors, peut-être que c'est l'avantage d'avoir fait que 6 semaines de picking, d'accord? Peut-être que c'est l'avantage d'avoir fait que 6 semaines de picking, et peut-être qu'au bout de 2 ans, soit la routine, elle est vraiment bien ancrée, soit elle s'essouffle. Mais le fait de l'avoir fait pendant 6 semaines et que tu as une deadline, tu sais très bien qu'à tel moment, il va falloir être prêt. Donc, tu mets toutes les choses en place, tu mets toutes les choses de ton côté de manière à pouvoir arriver le jour J et être prêt. D'accord. C'est du matin au soir. Du matin au soir, je pensais Sinister. Ok. Je pensais Sinister, je dormais Sinister, je m'entraînais Sinister. Et t'avais mis en place cette stratégie pour le Beasthammer? Pas du tout. Encore. Maintenant, la question, c'est est-ce que Ah, moi, je pose des questions. Je suis réel, juste mais c'est là. réel. En fait, comme j'ai abordé le business, c'est faut comprendre, c'est pas du tout le même effort. C'est vraiment, vraiment pas c'est vraiment, vraiment pas le même effort, notamment parce que bah, le Beasthammer, faut quand même le passer en présentiel. Le Sinister, tu peux le passer chez toi. Tu peux le passer chez toi. Et c'est deux choses qui se font différemment. Tu sais très bien que le Beasthammer, une fois que tu as envoyé ta rep, c'est Hmm. terminé. Mais ça doit être simple sur le papier, c'est pas si facile que ça en fait de mettre en place. J'avais pas du tout fait de visualisation pour le Beasthammer. J'avais un press, donc pour moi c'était acté. J'avais un pistol, pour moi c'était acté. Et je me disais toujours, là je vais travailler parce que j'ai des tractions à faire. Quand il y avait des pistoles ou des presses, je me disais pas que j'allais travailler. Je me disais, Ouais. on va se faire plaisir. Ouais. On va se faire plaisir, quoi. Et comment, est-ce que mentalement, tu as ressenti une différence au moment où tu as passé? Alors là, tu as parlé de la différence de l'environnement, c'est-à-dire qu'effectivement, le Sinister, tu l'as passé dans des conditions un peu moins solennelles, on va dire, Mhm. un peu moins solennelles. Le Beasthammer, quand tu l'as passé, voilà, c'est presque une cérémonie, quoi. Je veux dire, C'est le jour de la ça. certification, C'est tout le monde ça. s'assoit, parce que moi j'ai assisté à une tentative de Beasthammer enfin du coup c'est l'Iron Maiden de Liz, une Et- de ses tentatives. Ouais, voilà, c'est une cérémonie, tout le monde s'assoit autour, il y a les trois, enfin pour le coup il y avait trois juges ce jour-là. Euh, elle se place en face, on attend, il y a le top, on arrête. Enfin, c'est quand même très, très, très solennel. Et mentalement, est-ce que tu as une différence entre comment tu te sentais le jour du Finistère et comment tu te sentais le jour du Beasthammer? Ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes pour qui, quand c'est trop solennel, quand c'est trop carré, ça fait baliser. Il y a des personnes qui préfèrent le faire dans leur cuisine, d'accord, devant personne. Hmm. Le chat regarde, il pleut dehors. Et tu en as d'autres qui auront toujours besoin de cette carotte. Ah, moi, je fais partie de ceux qui ont besoin d'une carotte. Ok. Je sais que pas seul, mais plus il y a de monde, plus ça me galvanise. D'ailleurs, c'est des choses que je disais à mes élèves quand ils faisaient un swing, quand j'éduquais un swing. Pour donner l'importance de l'exigence de ce qu'ils font, je disais toujours 3000 personnes te regardent et il y a 200 kilos dans tes mains. Mhm. Fais en sorte de mettre les choses bout à bout pour que ce soit OK et surtout bah, que tu n'aies t'aies rien à regretter. Le jour du Beasthammer, moi j'aime beaucoup cette atmosphère. Ok. Moi j'aime beaucoup cette atmosphère. C'est silencieux et quand tu sais que tu sais faire, bah, tu vas toujours un petit peu plus frais. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai davantage aimé Sinister. J'ai davantage aimé Sinister. Quoi, alors que finalement, c'est la même atmosphère. Il y a du Mhm. monde autour de toi et les gens crient. Ouais, ouais, ouais. Et tu captes cette énergie. C'est soit tu fais partie de ceux qui arrivent à capter cette énergie, soit tu n'y arrives pas. Et il y a pas un profil dans lequel c'est mieux. Il n'y a pas un profil dans lequel c'est mieux. Moi, je suis toujours hyper impressionné des gens qui arrivent à se mettre mal tout seuls dans leur garage. Personne ne regarde. Ils n'ont pas besoin de mettre une vidéo sur Internet pour prouver à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je reste intimement persuadé que même quand tu accomplis quelque chose d'assez grand, il y a toujours quelqu'un qui se cache quelque part, qui est Mhm. meilleur que toi, qui ne le dit pas, et pourtant il existe bien. Ouais.
Ouais, quand toi tu passes son Sinister à 48, il y en a peut-être un quelque part qui l'a fait à 52. 52 ou même 60. Et le gars, Ouais, c'est mon entraînement une fois par mois, il va se dire, tu sais. ouais. Il est Et j'ai gentil, le mis- petit Nicolas, mais. alors que j'ai mis 15 jours à m'en remettre, moi, personnellement, tu vois. Ouais, j'imagine. Et alors, du coup, mais maintenant que tu t'en es remis, qu'est-ce que Ouais. c'est, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint le Sinister, qu'on est le premier homme français à l'avoir fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrête pas, tu vois. Je me dis que si chez Stronkverse, on avait mis des titres à tir-larigot, ben on les énumérerait et on les ferait tous. Maintenant, bah, ça s'arrête pas juste à Stronkverse, il y a aussi d'autres choses. Là, c'est parce qu'on parle d'objectifs qui sont en relation avec la force. Demain, j'ai vu des gens qui passaient de la calisthénie à un Ironman. J'ai vu des gens qui passaient j'ai traversé la Manche à, allez, pourquoi pas se mettre sur un objectif au tir à l'arc. C'est une bêtise. Ouais. Et en fait, ça s'arrête pas. Et Je me donc, on va souviens. devoir faire un triathlon? Ouais, peut-être, hein. Déjà, j'ai une petite anecdote là qui est quand même assez sympa. Mais avant d'en parler, quand j'ai passé Sinister, on était quatre à le passer ce jour-là. Ouais. On était quatre à le passer. C'est-à-dire qu'on était deux hommes, deux femmes. Lise avait fait une première tentative qui, elle, également, en fait, elle n'était pas du tout préparée, mais elle avait quand même envoyé quelque chose d'assez impressionnant sur le floor ce jour-là. Mais je la laisserai, elle, en parler plus tôt, Ouais. puisque c'est son retour d'expérience. Charlène, donc ma compagne, elle l'avait passé en même temps ce jour-là, et Mika. Et Mika. Et je me souviens quand Mika et Charlène sont passés, j'avais pris un petit peu la parole, et je pense que c'était des mots que je ne disais pas aux gens, mais que je me disais à moi-même. C'est quand il y a un truc qui est très effrayant dans le fait d'atteindre ses objectifs. C'est qu'une fois que tu as atteint ton objectif, bah, tout s'arrête. Ouais. Tout s'arrête. Et tu es là, en train de te dire, de toute façon, mon objectif, il a duré 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et j'imagine que plus longtemps il dure, plus la phase de retour, elle est difficile à appréhender. D'où l'intérêt de bien rebondir et de vraiment gérer sa récupération pour rebondir sur quelque chose derrière. Quand Sinister, ça s'est fait, ça a mis un petit peu de temps à s'estomper. Et puis après, ben, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait. À ce moment-là, avec Louis, on s'était dit qu'on allait faire le challenge des Ginny Stones. D'ailleurs, Le Fred. Fred a Ouais. obtenu il y a pas si longtemps. Ouais. Il y avait des petites choses qui ont changé un petit peu dans ma vie perso à ce moment-là. Et l'entraînement, en fait, il n'a jamais vraiment débuté. L'entraînement n'a jamais vraiment débuté. Je me suis un petit peu perdu dans la pratique, dans le sens où je n'avais pas d'objectif précis, mais je continuais à m'entraîner à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on fait après Sinister? Bah, quand on est un petit peu comme moi et qu'on a besoin d'une carotte, on essaie d'aller chercher des choses qui sont ambitieuses, Mhm. mais qu'on estime quand même assez réalisables. Qu'on estime quand même assez réalisables. Récemment, j'ai entrepris de faire un record du monde. Donc, ouais, comme ça, quoi. Comme ça, comme ça. Alors, c'est pas spécialement très connu, mais il y a des records du monde qui sont très connus, mais c'est pas spécialement très connu. L'intitulé, c'est le poids maximum soulevé en 1 heure en Turkish Get Up. Le poids à soulever maxi. Ok, ok, ok. Le poids maximal soulevé en 1 heure en Turkish Get Up. Avec le même kettlebell? Tu peux changer. D'accord, ok. Tu peux changer autant de fois que tu veux parce que en fait, c'est le tonnage qui va compter. Ok. C'est le tonnage qui va compter. Et le record actuel détenu par un homme est de 6 858 kilos. Dit comme ça, voilà. Donc c'est ambitieux. C'est ambitieux et pour ça, je suis patient. Oui, Enfin, parce parce que que en 1 heure, combien tu fais de get-up en 1 heure? En moyenne? en moyenne, Ouais, tu ça dirais. dépendra du pace, mais déjà, si tu arrives en 1 heure avec une bonne charge, en aller en chercher un par heure, c'est vraiment très, très balèze. Un par minute? Un par minute, pardon. Ouais. Un par Donc minute. ça fait 60 en gros. Ça fait 60. Mais bon, Et t'as 60. dit combien? C'est quoi le record? Le record du monde est à 6 858 kilos. 6858 divisé. Il a utilisé un poids de 36 kilos qu'il a soulevé 3 fois par minute. Ah, C'est très soutenu. C'est ok. très, très soutenu. Maintenant, là-dedans, ce qui a été assez dingue, c'est que j'ai fait une petite phase test à 32 kilos, histoire de sous-peser un petit peu. Ça a duré 4 semaines et j'ai pris un petit peu une gifle, dans le sens où quand tu as passé d'efforts qui sont très intenses, très courts, à des efforts qui sont beaucoup plus longs, c'était dur à manager. Uhum. C'est difficile. La récupération elle a été dure à manager au début. Et là, petit à petit, ça commence à être beaucoup, beaucoup plus cool à mettre en place. En Et tout là, cas, je prends vraiment. t'as déjà testé? Ouais. Alors là, je prends beaucoup de plaisir.
j'y vais vraiment à mon rythme. La sensation en premier lieu, hein. Vraiment la sensation en premier lieu parce que en fait, tu peux te faire mal quand même assez vite si tu bouges vite. Notamment parce que le get-up, c'est quelque chose qu'on apprend à faire lentement aux gens. Mm. Et là, si tu veux réussir à en faire 3 ou 4 ou plus à la minute, faut bouger vite. Faut bouger vite et avec une charge qui est quand même assez considérable. Là, récemment, ce que j'ai fait le plus lourd, ça a été 150 reps en 1 heure. À combien? 150. Je l'avais fait à 32 dans la phase test. Je l'avais fait à 32 dans la phase test. Et tout doucement, va falloir monter pour aller chercher tout ça, quoi. Ouais, donc tu oscilles entre 2,5 et 3 get-up par minute quand même, à Ça, 32. Ouais, et lui, c'est à 36, c'est ça? Non, combien tu as il a fait dit? à 36. Donc là, je suis Il a fait passé à sur une 36. phase à 36 kilos. J'ai bon espoir. Je sais même pas si c'est réalisable. C'est ça aussi qui est quand même assez galvanisant. Ah, Parce que c'est un maintenant, record du monde, hein, donc c'est pas à la portée de tout le monde. et voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais même pas si c'est réalisable, mais je me dis, j'aimerais bien le faire avec 40 kilos. J'aimerais bien le faire Ah avec oui. 40 kilos. J'aimerais bien le faire avec un certain rythme. Maintenant, on verra où est-ce que la préparation nous mène. Encore une fois, je Ouais. crois énormément au processus. Et pour revenir à cette visualisation, là, j'en fais. Et Hmm. c'est quand même assez dingue, c'est que même si on sait qu'on est prêt, si on s'autorise pas à réussir quelque chose, ben, on n'y arrivera pas. C'est soit on parle de force tranquille, c'est tu sais que tu l'as tellement fait que tu peux le faire sans réfléchir, soit il faut quand même te préparer et même si physiquement tu es prêt, si tu t'autorises pas à réussir ce que tu entreprends, bah, tu te donneras jamais les moyens d'y arriver. Tu n'arriveras pas à te faire mal. Et là, objectivement, c'est un objectif dans lequel il va aussi falloir se faire mal parce que c'est quand même un effort qui est assez redondant, assez long et assez désastreux sur sur la longueur quand il s'agit de beaucoup porter. Il y a un truc que Louis avait dit, et c'était quand même, c'est un truc qui m'a marqué. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce qu'en plus, c'est hyper réel. Il dit que la plupart des gens attendent d'être prêts. La plupart des gens, ils attendent le moment de forme parfait, alors qu'en fait, en réalité, l'attitude, elle dépasse toujours les aptitudes. L'attitude dépasse les aptitudes, c'est ça? L'attitude Ouais. dépasse toujours les aptitudes. Et le jour où il m'a sorti cette phrase, je me suis dit, ça, je vais la noter dans un cahier et je la ressortirai un de ces quatre. Parce que cette phrase, elle résonne encore dans ma tête, tu vois. Hmm. L'attitude dépasse toujours les aptitudes. Ok. Et c'est intéressant ce que tu disais là, le fait de s'autoriser à réussir. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, ne pas s'autoriser à réussir? Et ne pas s'autoriser à réussir, c'est finalement se baisser à la moindre difficulté. Mhm. Je sais que je dois me faire mal, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire mal. Donc, c'est vraiment en corrélation avec le fait de trouver l'énergie sur l'instant pour pouvoir y aller. J'en parlais hier avec un de mes élèves. Si tu as des gens qui le lundi se posent toujours sur le développé couché et préfèrent le développé couché à un autre exercice, ils sont allongés et ils estiment que parce qu'ils sont allongés, ils ont moins d'efforts à fournir. D'accord? Il y a des efforts dans lesquels tu vas être obligé de te sortir un petit peu les doigts pour pouvoir y aller. Et si tu ne crois pas que ton objectif est atteignable, finalement, en amont, pourquoi tu le fais? C'est vraiment la manière dont j'essaye d'aborder la chose. Je me dis que je peux y arriver. C'est ce que j'ai fait pour Sinister en me disant, même si personne l'a fait en France, ça a été fait ailleurs. Et je sais qu'avec les capacités que j'ai, si je me fais mal, je peux l'avoir. On est un petit peu sur la même chose aujourd'hui. D'accord. Ok. C'est voilà, l'autorisation de réussir, c'est de se donner aussi. En fait, c'est l'autorisation de réussir, c'est quelque part aller chercher cette attitude qui dépassera les aptitudes. Si on reprend la Clairement, phrase, la phrase de Loïs. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, tu as appris ça, et ça amène un petit peu ma question, c'est qu'est-ce que ces expériences dans le Beasthammer et le Sinister t'ont appris, à la fois sur quelque part la condition physique, la préparation physique, mais également aussi cette phase de préparation mentale qu'on a pas mal abordée, et puis sur toi-même en tant qu'homme, qu'est-ce que ça t'a appris, parce que comme ce sont des challenges difficiles. Tu dois forcément un peu te sortir ta zone de confort, tu dois sortir de tes routines. Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi au cours de ces expériences? La première chose qui m'a marqué, et je me souviens m'être parlé à moi-même quand je dis, tu vois, aujourd'hui, maintenant, tu sais rester sur un plan, quel que soit le temps que tu vas devoir passer dessus. Je sais rester sur un plan qui va durer 1 an. Je sais rester sur un plan qui va durer 2 ans, parce que tant que tu as envie d'aller chercher ton objectif, bah, tu sais que tu peux rester dedans. Même si c'est redondant et que des fois tu tombes sur des choses que tu as envie de faire, qui peuvent peut-être parasiter un petit peu l'objectif que tu veux faire,
je sais qu'aujourd'hui, j'ai appris que j'arrivais à me fixer sur un objectif et croire vraiment au processus. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait la force dans pas mal de choses, c'est que je m'éparpille pas. J'arrive à ne pas m'éparpiller. Ça, c'est vraiment une chose qui a fait toute la différence. Qui a fait toute la différence. Mhm. Et manager son effort. Hmm. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à Louis, c'est que si on reprend un petit peu l'énergie de l'instant, les jours où tu es très en forme, tu vas vouloir faire beaucoup, tu vas vouloir faire énormément, tu vas vouloir faire plus que ce qu'on te demande. Et quand je dis plus, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et finalement, tu vas te retrouver avec une énergie qui est un petit peu descendante parce que naturellement, tu dois récupérer. Et à ce moment-là, bah, tu auras tendance à rien faire. Alors, autant je suis quelqu'un qui arrive à faire beaucoup, mais je sais aussi ne rien faire du tout. T'as cette capacité. C'est-à-dire que tu vois, les semaines de déload, c'est des semaines de no load. Ça peut ne rien porter du tout. Tu vois. Ça peut être clairement ça. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, hein, c'est la programmation qui a eu lieu avec Loïs, pour moi, ça a été du mentorat. C'est toujours la question de quand il a mis ça dans mon plan, pourquoi il a mis ça comme ça, dans quel objectif il a mis ça, et bah, où est-ce que ça me mène? Et pourquoi il a déterminé de mettre ça à la place de ça? Alors, sans vraiment lui poser des questions, parce qu'après, à un moment donné, j'ai essayé de jouer un petit peu au jeu du chat et de la souris, en me demandant par moi-même comment c'était, puis finalement, après, je lui posais des questions. Hmm. Ouais. Ça, mais bon, Loïs, c'est quelqu'un à écouter quand il s'agit de programmation, donc Ouais, ouais, là-dessus, on le sait, quoi. On le ça, on présente le tout. sait. Donc, tu as grandi en tant qu'athlète, parce que tu as. Bon, en tant qu'athlète, forcément, tu as progressé, mais en tant que coach également, quoi. Ah oui, ouais. Mm. Ça a mis un accent et un petit tournant là-dedans également. Ok, Ça a été fort. ok. Et bon, là, du coup, on va arriver à la fin du podcast et tu vas avoir le droit à la question du podcast. La question que je pose à tout le monde, c'est imaginons que tu sois dans une monarchie absolue. Donc Ok. là, je te donne les pleins pouvoirs. Mhm. Tu as argent illimité, temps illimité, et puis quand tu prends une décision, tout le monde t'écoute. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer la santé des gens, de manière générale? Pas évident comme question. J'ai beaucoup réfléchi à trouver une question qui avait pas vraiment de réponse et qui permettait de faire réfléchir un petit peu. Pour améliorer la santé des gens, Ouais, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. ouais. Mais par contre, t'as qu'une décision. J'ai qu'une seule décision. Ouais. Ah, punaise. Ça, la question, c'est. Moi, je pense que je serais un bon dictateur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis un dictateur. Je passe au lavage de cerveau. Je passe au lavage de cerveau et les gens sont obligés de bien s'alimenter, de capter l'importance de vraiment faire une activité physique régulière. Et puis, Tu passes sur de la propagande. ouais, c'est ça, c'est vraiment de la propagande, quoi. C'est pour ça que je me présente, c'est pour ça que je me présente pas d'ailleurs. C'est pour ça que je me présente pas d'ailleurs. Tant qu'on est en République, Nicolas Stier Attends, en sera hors République, des tout va bien. élections. Non, c'est vraiment très difficile comme question. Je pense que j'ai même pas de réponse à ça. Ouais, ouais, mais en tout cas, tu changerais, enfin, tu essaierais de convaincre les gens. En tout cas, Ouais. tu mettrais en place une action qui permettrait de faire Je pense que comprendre si aux j'étais gens. omnipotent, je pense que si j'étais omnipotent, j'essaierais vraiment de pouvoir faire changer les mœurs. C'est vraiment faire capter aux gens l'importance de tout ça. Parce que finalement, tu Mhm. peux pas le faire à leur place. Tu peux pas le faire à leur place. C'est vraiment toujours une prise de conscience. Alors, tu en as qui prennent conscience très tôt et puis tu en as qui prendront jamais conscience. Mais ouais, si j'avais les pleins pouvoirs, ce serait plutôt ça. Pouvoir contrôler un petit peu ce cortex-là. Ouais, leur faire comprendre que prendre soin de sa santé, mieux s'alimenter, mieux bouger, c'est quelque chose qui est fondamentalement important pour eux, qu'il va falloir un jour ou l'autre l'accepter. Euh, Pas évident. Évident. Pas Évident. évident. Pas évident. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de venir échanger sur le podcast. C'était C'est à vraiment toi. hyper intéressant. Et du coup, bah, on en refera probablement un quand personne ne le sait. Mais on espère qu'on pourra discuter de ce nouveau record du monde français. Ah, soyons ambitieux, mais soyons patients. Voilà, soyons patients. Bon, allez, merci beaucoup. Merci Valentin.